Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, toujours à Palmdale, dans Californie. Et il y a un terrain absolument mythique ici. Il y a eu des essais en vol, mais surtout, il y a ce Air Park. Vous avez tous ces avions qui sont à l'extérieur et qui vieillissent plutôt bien grâce aux températures et à la faible hydrométrie. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous montrer les avions américains que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Et aujourd'hui, eh bien notre partenaire, c'est l'ami de l'anglais aéronautique, mais pas que, c'est Rosetta Stone. Alors Rosetta Stone, qu'est-ce qu'ils vont vous permettre? Ils vont vous permettre d'apprendre avec une pédagogie beaucoup plus sympa que ce que j'ai pu connaître quand j'étais jeune, une langue étrangère. Là forcément, aux États-Unis, je vous parle de l'anglais. Forcément penser à l'anglais aéronautique, ça vous permet d'aller dans n'importe quel musée et de comprendre ce qui se passe. Mais si vous prenez la version Lifetime, c'est tout simplement 24 langues étrangères que vous pouvez apprendre avec, d'une certaine manière, de la gamification, l'impression de jouer directement depuis votre téléphone. Exemple, on va faire de la prononciation. Do you have a dictionary? Et je suis noté. Merveilleux. No, but the teacher has a dictionary. No, but the teacher has a dictionary. Voilà, j'ai une bonne note aussi. Et ça, eh bien, vous pouvez le faire avec l'anglais, forcément, mais également, comme je vous l'ai dit, avec 23 autres langues. L'objectif, c'est de vous apprendre du vocabulaire, de le faire répéter de manière à ce que ça s'ancre dans votre mémoire, toujours avec des cas concrets, et si vous voyagez, avec des situations que vous allez retrouver. Alors, si ça vous intéresse d'avoir accès à un véritable prof d'anglais directement au bout de vos doigts, en permanence, pourquoi pas dans vos transports pour préparer vos voyages de 2024, on vous met le lien juste en dessous. Ça vous donne 50% de réduction. Vous avez 30 jours pour vous faire rembourser, donc vous n'avez absolument aucun risque. Et c'est honnêtement un investissement que vous ne regretterez pas si vous comptez pouvoir interagir avec des personnes qui ne parlent pas français. Personnellement, j'aurais adoré que ce genre d'application existe quand j'étais jeune. Peut-être que ça m'aurait permis de devenir polyglotte, mais vous allez me dire, il n'est pas trop tard, donc on va brainstormer un petit peu sur nos destinations 2024 et je vais peut-être me mettre à autre chose que l'anglais avec Rosetta Stone. Allez, à très vite. Jingle. Roger, ball. Forcément, j'étais pilote dans la Navy et j'étais chasseur, donc je vais vous montrer les avions de chasse. Et on commence avec le A4. Le A4, ça a été un avion d'attaque au sol embarqué et surtout, ça a été l'avion utilisé par certains de mes instructeurs, de mes anciens, lorsqu'ils faisaient leur formation aux États-Unis. Et le A4 était utilisé pour les jeunes pilotes. Il a été remplacé ensuite par le T-45 sur lequel j'ai eu la chance de piloter. Et celui-là, il est au nom du Major G. Stegman qui est du corps des Marines et qui derrière a fait pilote d'essai et est décédé il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Vous voyez que c'est un petit chasseur et certains d'entre vous l'auront compris, c'est également le chasseur que l'on voit dans le film Top Gun, le petit chasseur agile qui est piloté notamment par Chester. Dur à voir, hein, on va pouvoir le comparer à un F-14 tout à l'heure. Sneaky, comme disent les Américains, très agile, il bouge bien et il y en a quand même plus de 3000 qui ont été fabriqués. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir un chasseur très moderne dont tout le monde parle dans la presse. Il s'agit du F-16. Alors les Salty Dog, avec petite déco sympa comme tout. Le F-16, c'est du petit chasseur. La grosse spécificité du F-16, c'est... Déjà, il est très très beau, faut être franc. Certains l'ont appelé le chasseur du siècle. Il avait gagné ce gros contrat contre les Mirage F1 français. Commande de vol électrique. Mais d'un point de vue pilote, ce qui fait rêver dans le F-16, c'est ça. C'est le fait que vous soyez assis dans une bulle complète. Heureusement, il y a la clim, hein. Mais vous êtes à l'intérieur de cette bulle et il n'y a aucun montant pour obstruer votre visibilité. Rafale, Mirage 2000, la plupart des avions, vous avez des montants autour qui viennent gêner la visibilité. Alors attention, ça va poser des soucis également, notamment autour des illusions sensorielles de nuit.
effectivement, il y avait des reflets au niveau du cockpit, au niveau de la verrière, et ça a emmené des changements, des pertes d'orientation chez les pilotes, ce qui a amené quelques-uns de ces avions à aller au tas. Toujours est-il, là on est dans, on va dire, la première génération d'aéronefs Omnirole. Il sait tout faire, du combat aérien, de l'attaque au sol. Vous pouvez vraiment tout faire avec, même aller couler des bateaux ou faire de la suppression of enemy air defense, aller détruire des systèmes solaires adverses. Donc un avion qui a fait ses preuves, qui a combattu partout, qui est monomoteur, qui est vraiment le symbole du petit chasseur avec des pattes quand même assez courtes, d'où les bidons d'essence. Grosse spécificité du F-16, c'est quoi? C'est, vous voyez, ce nez très très long qui sert à casser l'onde de choc, si je puis dire, le flux d'air supersonique, de manière à s'assurer que son énorme entrée d'air, là, elle reçoive bien de l'air subsonique et que ça puisse amener dans son réacteur un flux d'air cohérent avec la survie de ses ailettes, si je puis dire. Donc cette forme très particulière, et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le T-33, qui est un avion qui a été utilisé par l'armée française. Mon père a volé sur T-33. Tous des pilotes de chasse qui, à l'heure actuelle, ont, on va dire 55 à 70 ans, ont probablement fait du T-33. Et on voit vraiment que c'est une autre génération. Celui-là a une déco absolument merveilleuse et c'est un avion très simple. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est la taille des entrées d'air. Vous voyez, là, on est sur un avion, vraiment un peu les premières générations. On a quand même une entrée d'air assez petite. Qui dit entrée d'air assez petite, dit à haute incidence ou dans certains cas, vous pouvez avoir des soucis. Quand on compare, là, on le voit très très bien avec la taille de l'entrée d'air du F-16, c'est absolument monstrueux. Et c'est pour ça également que le F-16, d'un point de vue compresseur stall, d'un point de vue souci au niveau du compresseur, flux d'air, c'est beaucoup plus sain à piloter, c'est plus facile à piloter. Maintenant, attention, hein. Le moteur du F-16, c'est très très puissant, rien à voir avec le T-33, mais beaucoup de pilotes, vous leur demanderez, de l'ancienne génération, vous leur dites quel était un premier avion qui t'a vraiment marqué. Souvent, la réponse que l'on a, c'est ça, c'est le T-33. On va quitter le côté un peu vintage, on va pas aller de suite dans le moderne, on va aller sur un des derniers aéronefs qui a vu une multitude d'as, un avion sur lequel Sully, le fameux Sully, qui a fait de l'Airbus A320 sur l'Hudson, a volé, c'est le F4 Phantom. F4 Phantom qui est très très gros. Là, on voit bien les différentes tailles si on le compare au A4, ça n'a rien à voir. Le Phantom, il a vraiment d'énormes réacteurs, c'est très très puissant. Vous en avez eu dans l'Air Force, vous en avez eu absolument partout. Et si vous voyez toute cette longueur, du fait de la technologie à l'époque, c'était des équipages à deux. Là, on a vu T-33 monoplace, F-16 monoplace, A4, il était en monoplace. Là, on a un biplace avec un pilote en place avant et un WISO ou un NOSA, comme on dit, en place arrière, Weapon System Officer, qui va gérer la mise en œuvre de l'armement. Encore une fois, l'objectif des chasseurs, c'est d'avoir de l'allonge. On n'a jamais assez de pétrole. Sous les ailes, là, il est présenté avec différents bidons. Mais le point très intéressant, c'est toute cette longueur. Donc, ce qu'il faut savoir avec cet avion, quand même, c'est au début, ils se sont dit on va utiliser que du missile, le canon, c'est surfait. Bon, on en est revenu. Et la plupart des avions, même le F-35, tout ça, maintenant, on essaie quand même d'avoir du canon. C'est une bonne chose. Donc, un avion absolument massif. Et c'est toujours intéressant de voir la différence de taille entre les différentes aéronefs. On arrive maintenant sur un autre avion mythique. Pas forcément, j'ai envie de dire, pour les bonnes raisons. Mythique en Europe pour être le Widowmaker, le faiseur de veuves, le F-104. F-104 qui était réputé avoir des tout petits moignons, là, ces toutes petites ailes, qui étaient tellement affûtées, qui étaient tellement coupantes qu'il fallait mettre une protection pour ne pas s'ouvrir. C'est vraiment un rasoir. Et là, vous l'aurez compris, en fait, ça ressemble à une balle. Une balle, on a mis deux petites ailes, en fait, c'est une fusée. On met un moteur. Et l'objectif de cet avion, c'était de décoller, d'accélérer. Une fois qu'il était bien rapide, de lever le nez, de maintenir sa vitesse avec son vecteur vitesse vers le haut et d'aller intercepter les adversaires, tirer un ou plusieurs missiles ou du canon et redescendre, tout simplement. Je vous parlais du canon. On voit le petit décoché ici, là. Des petites entrées d'air, des toutes petites ailes, un avion qui n'était pas du tout à l'aise à basse altitude. Les Allemands ont eu la mauvaise idée de vouloir aller se frotter à la basse altitude avec cet avion, avec le cigare comme on dit. Eh bien, ils ont malheureusement eu pas mal d'accidents, c'est très connu. Juste à côté du F-104, voilà, on a un monstre, mais j'ai dit que j'allais me limiter un petit peu aux avions ultra mythiques. Donc là, c'est une autre génération, enfin bref, je sais même pas quoi vous dire, ça ressemble à un avion de ligne version chasse.
Mais derrière, on va aller sur le F-14. Le F-14, tout le monde le connaît avec Top Gun, forcément. Tomcat Baby, la peinture est super. Grumman qui fait ça. Et là, c'est un des rares survivants, ce F-14. Pourquoi un des rares survivants? Eh bien parce qu'à la fin du F-14, quand ils ont été arrêtés, malheureusement, ils ont été pour la plupart détruits avec un objectif en tête qui était celui d'empêcher les Iraniens de récupérer des pièces de rechange. Parce que avant le changement de régime en Iran, il a été vendu de nombreux F-14 aux Iraniens. Ils les ont utilisés avec beaucoup de succès face aux Irakiens pendant la guerre Iran-Irak, qui a duré près d'une décennie. Et derrière, eh bien, jusqu'à il y a peu de temps, il y avait du F-14 qui était en état de vol là-bas, mais les Américains ne voulaient pas leur fournir des pièces, et du coup, ils ont tout détruit. Donc cet avion absolument mythique, où on a un Pete Mitchell, Maverick en place avant, et Goose en place arrière, vous voyez que c'est du très costaud, et surtout, géométrie variable. La géométrie variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va vite, quand on accélère, on met les ailes comme ça, on augmente diminue notre CX, on a une meilleure pénétration dans l'air. À partir du moment où on veut apponter, on va réduire la vitesse. Les ailes, elles vont venir se décaler au niveau de ce qu'on voit là-bas, et vous allez avoir une capacité à vous sustenter qui sera différente, et vous pourrez faire votre approche vers le porte-avions. Vous voyez, c'est un avion énorme, et pourtant, ça va sur le porte-avions, ça doit apponter. Et parce que c'était un avion réfléchi à la base pour faire de l'interception, la protection de la flotte, Defender of the Fleet, il fallait à l'époque, avec la technologie qu'ils avaient, eh bien, un pilote et en place arrière, un RIO, Radar Intercept Officer, qui était là pour gérer le radar, préparer les missiles Phoenix, qui étaient des missiles longue portée, et maintenir à distance des porte-avions les chasseurs ou surtout les bombardiers soviétiques à l'époque. Pour la petite histoire, un Phoenix tiré par F-14 iranien a réussi à détruire plusieurs aéronefs irakiens d'un seul coup. Ça donne une idée de la taille des missiles et de la charge militaire. On a de l'optronique et tout à l'avant. Et c'est un avion, vous voyez, qui est énorme. On en revient aux entrées d'air, très grosse entrée d'air, mais un avion qui était vraiment pas facile à piloter et qui pouvait avoir des soucis de décrochage compresseur. Il y a eu des accidents, notamment à l'appontage, à cause de ça. Et pour finir dans les avions mythiques américains, cette année, on a vu la fin des 747 dans le monde, j'ai envie de dire. Et bien là, on est quand même dans un endroit absolument incroyable. C'est pas tous les jours qu'on marche ici. Et on a un des deux 747 qui trimballait, qui transportait la navette spatiale américaine. Et donc là, c'est assez incroyable de voir un 747 comme ça. C'est un des deux. On voit les accroches, une accroche à l'avant, deux accroches à l'arrière. Au niveau de l'arrière, à cause des changements, d'écoulement de l'air, il y a eu des modifications qui ont été faites. Et c'était non seulement pour rapatrier la navette, mais c'était également pour faire les essais de vol de la navette. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fallait bien la tester. Elle ne pouvait pas décoller, la navette. Son objectif, en fait, c'est un planeur. C'était de partir avec des fusées et après de revenir en planant vers la base. Et pour tester un petit peu l'aérodynamisme, tout ça, ils l'ont accroché, ils ont fait décoller 747 et une fois en l'air, ils l'ont décroché. Donc attention, il y a non seulement des accroches, des hardpoints comme on dit pour que ça tienne, mais il y avait également des câbles pour tout ce qui est électronique. Donc c'est pas juste plug and play, c'est plug and play et en plus il faut mettre l'électronique. Donc c'est quand même pas rien. Une sacrée technologie, sacré train d'atterrissage, sacré avion 747. 747 qui a été démontré, qui a été présenté en vol pour la dernière fois en France au meeting de la Ferté-Alais par un pilote de Corsair, Christophe Bailly, dont vous allez entendre parler sur cette chaîne. Allez, et on termine avec peut-être, alors là on a un scoop, probablement le premier avion qui va avoir 100 ans de vie, de carrière opérationnelle, c'est le B-52, un avion absolument mythique, le B-52 qui a vu le jour dans les années 50, qui est toujours opérationnel, qui est toujours remis au goût du jour, dont l'objectif était de pouvoir envoyer le feu nucléaire à n'importe quel moment. Il y avait des dizaines d'avions en l'air par moment en fonction des tensions. Là, à l'arrière, c'était pour recevoir les avions soviétiques qui se rapprocheraient. Et donc cet aéronef, après avoir fait de la dissuasion nucléaire à moyenne et haute altitude, s'est retrouvé à se spécialiser dans la pénétration de basse altitude à cause des systèmes solaires soviétiques, ce qui a beaucoup fatigué sa structure. Donc il y en a beaucoup qui ont été arrêtés de vol. Et ensuite, derrière, il a trouvé une seconde jeunesse dans le bombardement. Donc ça, c'est une vieille version. Au niveau des moteurs, on le voit principalement.
Mais typiquement en Afghanistan, en Irak, tout ça, eh bien des B-52, très efficaces, pouvaient faire des tapis de bombes. Donc à l'époque c'était de la bombe non guidée, maintenant c'est avec de la bombe guidée. Ces avions très efficaces, très pratiques, qui ont été régulièrement remis au goût du jour. Nouvelle motorisation, nouvelle capacité, nouvelle avionique, de manière à leur permettre d'être toujours relevant, comme on dit ici, toujours au goût du jour. Donc avec le dernier programme de remise à jour, eh bien, on s'attend à ce que ça vole encore en 2050. Et donc si ça vole encore en 2052, premier avion qui aura fait 100 ans de carrière opérationnelle. Son petit surnom c'est Buff, Buff B-U-F-F, pour Big Ugly Fat Fellow. Enfin, c'est pas très gentil quoi. Et par contre Buff ça veut aussi dire un peu costaud, c'est du costaud. Il y en a plusieurs forcément qui ont été perdus de ces aéronefs-là. Certains équipages ont sauté, il y a eu des cas très médiatisés comme au-dessus du Groenland, mais surtout à l'époque à laquelle ils ont été, on va dire, à l'apogée de leur utilisation opérationnelle, ils volaient en permanence avec de l'armement nucléaire à bord. C'était vraiment l'objectif de pouvoir à n'importe quel moment intervenir et tirer du feu nucléaire contre les soviétiques. Et donc il y a eu plusieurs cas avec des avions qui se sont écrasés avec de l'armement nucléaire, qui ne s'est pas mis en marche forcément, mais qui a dû être récupéré, les fameux Broken Arrow. Donc il y a eu plusieurs cas comme ça dans l'histoire du B-52, à tel point qu'à un moment ils ont dit en fait il faut qu'on arrête, on prend plus de risques à trimballer de la bombe nucléaire en permanence que ce qu'on gagne en dissuasion à avoir ces avions prêts à voler tout le temps. Donc voilà, c'était notre petite visite à Palmdale, A4, F-16, T-33, F-104, F-14, les 747, du B-52. Je pense qu'avec ça, vous êtes pas mal. J'ai pu réviser grâce à Laurent Chassard qui m'avait fait des petits dessins à l'époque où je faisais la démo tactique sur Rafale, qui a été très gentil de m'envoyer tout ça, ce qui m'a permis de bien réviser dans l'avion. C'est très agréable, c'est très sympa. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Si vous ne savez pas quoi faire, venez à LA, venez visiter ici. Les horaires d'ouverture, c'est pas facile. On est à côté de la route, mais c'est un cadre extraordinaire. Et je vais pas vous cacher que c'est la première fois que je touche un B-52 et ça fait plaisir. Allez, fly safe.